Merci, Émilie. En fait, MG2 Média est fier de commanditer aujourd'hui cette conférence. Donc, MG2 travaille depuis plusieurs années avec le PMA de Montréal. Donc, on a réalisé plusieurs de leurs projets, plusieurs dont leur plateforme web aujourd'hui. Et par exemple, l'application que vous avez utilisée tous là, pour vous inscrire, donc l'application mobile ou le site web. Donc, c'est une de nos réalisations. En espérant que vous avez apprécié l'utilisation et la convivialité de l'application. En fait, n'hésitez pas à nous contacter pour vos projets, donc en développement d'applications web ou mobile. Vous trouverez nos coordonnées dans votre pochette là, que vous avez eue. Et par le fait même, MG2 Média est maintenant une division de Agilia Solutions. On a un kiosque ici. Alors, n'hésitez pas à venir parler avec mes collègues, mes associés, Alain et puis Patrick, là, à leur kiosque. Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter votre conférencier d'aujourd'hui. Il cumule plus de 12 ans d'expérience en achat, en développement des affaires et en gestion de chaînes d'approvisionnement. Il a travaillé en Europe, en Afrique, en Asie, au sein de groupes mondiaux, dont Caterpillar et Norgold. Il possède un diplôme d'ingénieur de l'École centrale Lyon et un master en management de l'École de management de Lyon. Il est aujourd'hui directeur des achats de logistique chez Transpod. Il vous présente la future génération de transport à ultra haute vitesse, donc le projet Hyperloop. Merci d'accueillir M. Thierry Boittier. Alors, bonne conférence à tous. Merci. Bonjour à tous, bon matin, merci d'être ici avec nous ce matin. Merci à PMI, merci à MG2 pour l'organisation de cette conférence. On va parler grands projets aujourd'hui, on va parler Hyperloop et je vais apporter une petite distinction que je vous expliquerai au fur et à mesure de la conférence. On va parler surtout Transpod et peut-être un petit peu moins Hyperloop. Je vais vous parler de notre société, Transpod, qui on est. Ensuite, je vous décrirai un petit peu la technologie qu'on utilise et qu'on est en train de développer. Je parlerai de à quoi ça va servir et à qui s'adresse ce nouveau mode de transport. Et puis enfin, je ferai une approche plus générale sur le mode projet et la collaboration internationale qu'on a décidé de mettre en place au sein de Transpod. Et alors tout d'abord, en guise d'introduction, je voulais qu'on parle de la façon dont on est venu ici ce matin. Je ne pensais pas que vous seriez si nombreux. Du coup, je vais rester égoïste et je vais juste parler de la façon dont Sébastien, mon patron, est venu à Montréal en début de semaine et de la façon dont moi je suis venu. Sébastien est arrivé en avion lundi après-midi, en étant supposé partir dimanche soir. Donc, vous êtes tous au courant, il y a eu des tempêtes sur Toronto, il y en a eu ici également, et ces vols ont été annulés 4 fois. Finalement, il est parti du bureau lundi sur les coups de 10 heures, il est arrivé ici 15 heures, donc environ 5 heures de voyage porte à porte. Moi, je suis parti hier matin, je suis parti de chez moi vers 9 heures, arrivé ici pareil vers 15 heures en train, donc 6 heures de voyage porte à porte. Ce que je veux vous dire, c'est que pour un voyage Toronto-Montréal sur 500 et plus kilomètres, que ce soit 5 heures de voyage en avion ou 6 heures de voyage en train porte-à-porte, on a moyen de faire beaucoup mieux. Et c'est un petit peu ça le début de ma présentation, c'est de vous expliquer que la façon dont on voyage aujourd'hui peut être largement améliorée. Alors j'ai pris 2 photos très exagérées, on est bien d'accord. On a beaucoup de problèmes, les transports qu'on utilise actuellement sont pas parfaits. Il y a certaines choses qui sont très convénientes, d'autres qui sont largement améliorables. On a des problèmes de congestion, les bouchons qu'on connaît bien sur la route. La plupart des modes de transport qu'on a actuellement dépendent des énergies fossiles, c'est-à-dire qu'ils qu'on prenne l'avion, c'est du kérosène. Via Rail au Canada, c'est du gasoil également. Tout ça, c'est donc la voiture. Les voitures électriques commencent à se développer. C'est pas encore abouti. Sans parler de la Tesla 3, on a encore beaucoup de problèmes sur le développement des voitures électriques. Tous ces modes de transport consomment du gasoil. Et on a beau penser, ou certains pensent plutôt que le réchauffement climatique est une invention des Chinois ou autre chose. Chez Transpod, on a pris le parti de se dire que le réchauffement climatique, c'est quelque chose et qu'il faut réussir à lutter contre ça. J'ai parlé de la pollution. Dispendieux, ça va être surtout pour l'avion. Qui va prendre un avion demain, c'est qu'il faut faire un trou dans le portefeuille. Réserver longtemps à l'avance. C'est ce que je veux dire par efficacité discutable, c'est-à-dire que si je veux partir en vacances en avion en Amérique centrale demain, il faut que je réserve mon billet d'avion à peu près 6 mois à l'avance pour être sûr d'avoir une place à un prix à peu près raisonnable. Et puis enfin, et c'est d'ailleurs le cas qui est très bien illustré cette semaine, beaucoup de modes de transport sont sujets aux aléas climatiques. Tempêtes,
Chute de neige sur les routes, je suis parti à Québec, à la ville de Québec pour Noël dernier. Il m'a fallu, au lieu de mettre 8 heures en voiture pour arriver à Québec, au bout de 8 heures, j'étais seulement arrivé à Montréal, il m'a fallu 12 heures pour faire le trajet. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a moyen de faire beaucoup mieux, et sans vouloir révolutionner le monde, Transpod propose d'apporter des solutions à tous ces modes de transport qui sont aujourd'hui, je dirais, pas assez efficaces. Ce qu'on propose, c'est un transport de masse électrique en site propre, à très grande vitesse et à très grande fréquence, et surtout durable. J'insiste bien sur chacun des mots de ce statement. Transport de masse, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas aller sur une solution de transport individuel, comme quand chacun prend sa voiture de façon un peu égoïste, entre guillemets, covoiturage mis à part. Transport électrique, puisque si on arrive à avoir des sources d'énergie électrique d'origine renouvelable, à ce moment-là, on résout un gros problème sur le réchauffement climatique. En site propre, pour ne pas avoir à partager les infrastructures avec d'autres modes de transport et donc avoir systématiquement la priorité. À très grande vitesse, je dirais presque que c'est pas le but, mais c'est un avantage de la solution qu'on est en train de développer, c'est que pour un minimum d'énergie, on peut également voyager à très grande vitesse. Une vitesse similaire à celle des avions, ce qui nous permet de gagner du temps sur les transports et de passer plus de temps aux choses utiles, comme être entre proches ou être au travail. À très grande fréquence, ça j'y reviendrai un peu plus tard, et surtout durable. Et vous avez, je pense, tous entendu que le Québec est en train d'investir, a décidé hier d'investir 13 milliards sur le développement des mobilités durables. Je pense que là, on parle tous de la même chose ici aujourd'hui. Qui sommes-nous chez Transpod? Alors, c'est la diapositive qui a le plus de texte. Les prochaines sont beaucoup plus légères, je vous rassure. Mais ces 3 paragraphes précisent bien qui on est. À part peut-être une chose, les partenariats, mais ça, du coup, j'en parlerai un peu plus tard. Transpod, c'est une start-up canadienne, 100% canadienne, qui a été créée il y a 2 ans par 2 ingénieurs, Sébastien Gendron, qui, malgré son nom Gendron, est français, diplômé d'une école d'aéronautique, et Ryan Jansen, qui, lui, est un PhD de l'Université de Toronto. Je vais rapidement, l'histoire est intéressante, je vais rapidement vous présenter la jeunesse de la société. Sébastien se disait, je suis chez Airbus, Safran, Bombardier, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux, et j'ai envie de créer ma société. Donc, il réfléchissait à plusieurs types de technologies, dont la technologie des trains sous vide, qui est celle qu'on est en train de développer aujourd'hui. Il ne savait pas trop quand se lancer, et puis 2013, coup de théâtre, Elon Musk envoie son document, le document Alpha, un document de 57 pages qui décrit la technologie qu'on appelle aujourd'hui Hyperloop. Donc il s'est dit, c'est un formidable coup marketing. Je vais utiliser le fait que maintenant, si je dis le mot Hyperloop, tout le monde sait de quoi je parle. Donc je vais utiliser ce boom médiatique pour créer ma société. Il est parti à l'Université de Toronto, au département de physique, chercher des gens avec qui pouvoir développer cette technologie. Ça a commencé par l'inscription à la compétition SpaceX. C'est-à-dire que Elon Musk, en publiant ce document, a dit « Les gars, moi, j'ai pas le temps, mais développez cette technologie Hyperloop ». Pour dynamiser un peu le mouvement, il a organisé une compétition étudiante où les étudiants rivalisent d'imagination pour développer des pods qui peuvent après aller dans un tube qu'il a installé sur le parking à SpaceX, et puis c'est celui qui ira le plus vite. Et en fait, Sébastien et Ryan, en commençant à faire des dessins, puis à regarder aussi le business case, se sont dit, finalement, on peut aller beaucoup plus loin. La compétition étudiante, c'est bien, mais il y a vraiment quelque chose à développer. Donc, allons-y complètement. Partons d'une page blanche. Mettons nos idées sur comment faire léviter quelque chose dans un tube sous vide. Et puis, c'est comme ça qu'ils sont venus à développer des brevets. Ils se sont fait inviter à une conférence en Italie sur le développement de l'innovation dans le domaine du ferroviaire. C'était en fait un pitch. Un investisseur voulait investir dans une compagnie Hyperloop. Il a invité différentes compagnies. Sébastien et Ryan ont fait leur présentation, ça a convaincu. On a reçu un premier investissement. Et puis donc aujourd'hui, on est 2 ans plus tard et on a commencé à développer des sous-systèmes, à nouer des partenariats dans le monde entier pour développer cette technologie, notre propre technologie Transpod. Et juste pour bien fixer le décor, je vais passer rapidement sur l'historique des trains sous vide. Alors j'insiste sur ce mot. Hyperloop, c'est un mot qui a été, quoique il y a une marque déposée aujourd'hui. Hyperloop, c'est un mot qui a été introduit dans le vocabulaire courant par Elon Musk en 2013. La technologie est bien plus vieille que ça. Depuis le 19e siècle, en Angleterre, il parlait de propulser des capsules de métro ou de train sous pression dans des tubes. En 1910, les premiers concepts ont été déposés par un ingénieur Robert Goddard. Et puis,
C'était les premières idées de se dire, aujourd'hui, on sait faire des trains. L'idée, c'est de les faire léviter et de les mettre dans un environnement fermé pour le protéger de tout ce qu'il pourrait y avoir comme encombrement extérieur. Et c'est ainsi que les idées ont commencé à naître. C'était pas encore possible technologiquement de le réaliser. En 97, il y a la société ET3 aux États-Unis qui a commencé à déposer des brevets. En 2000, Swiss Metro, donc une compagnie, voulait développer ou plutôt construire ce mode de transport en Suisse. Alors la Suisse, c'est que des montagnes, des vallées, donc ça coûtait beaucoup trop cher pour le faire et la société a fait faillite. Et puis finalement, les Coréens se sont lancés dans la recherche en 2011. Elon Musk, gros boom médiatique, a réutilisé tous ces concepts, les a mis ensemble, a proposé un plan de développement d'affaires. Donc boom médiatique, tout le monde a remplacé le mot train sous vide ou train, ou tube transportation par Hyperloop. Et puis depuis, plusieurs sociétés se sont fondées. Donc HTT, Hyperloop Transportation Technologies, puis Hyperloop One, qui depuis l'arrivée de Branson s'est rappelé Virgin Hyperloop One, et puis enfin nous, Transport en 2015. On n'a pas été encore plus dans le détail, mais aujourd'hui, il y a entre 8 et 9 sociétés, selon si on considère start-up ou encore équipe étudiante, qui sont dans le développement de ce type de technologie. Et ça ne marche pas. C'est pas grave, je vais continuer. Donc, là où j'insiste, Transpod, nous avons... Oh, elle est trop loin. Transpod, nous avons décidé, voilà, de partir d'une page blanche. Enfin, on a décidé, moi j'ai rejoint la société un an plus tard, mais Ryan et Sébastien ont décidé de partir d'une page blanche. Et donc, ils se sont dit, comment, et je vais peut-être m'attarder un tout petit peu là-dessus, pour être bien sûr de quoi on parle, le but c'est d'avoir 2 tubes, pour un tube par sens de direction, qu'on met sous vide, pour réduire les frottements ou la résistance de l'air. Vous voyez, quand vous êtes sur un vélo et que vous avez le vent contre vous, c'est forcément beaucoup plus difficile d'avancer. Donc, on abaisse la pression du tube à 1/1000 de la pression atmosphérique. On est environ à 100 pascal, ce qui permet de ne plus avoir de résistance de l'air à l'avant des véhicules qui se déplacent à l'intérieur du tube. Et enfin, le véhicule, qu'on appelle pod également, c'est un véhicule qui n'a plus de roues, enfin qui ne touche pas le sol en tout cas, qui est en lévitation magnétique. Donc on enlève du coup la friction du sol et puis dès qu'on n'a plus de frottement, ça permet d'aller beaucoup plus vite en utilisant beaucoup moins d'énergie. C'est ça aujourd'hui le système qu'on est en train de développer. Ce sont des technologies existantes qu'on maîtrise, qu'on a besoin d'adapter, on va dire, pour les rendre viables pour un système de cette dimension. Mais sinon, on parle juste simplement entre guillemets, de tubes en acier dans lesquels on a enlevé l'air, on a fait le vide, ça on sait faire, d'avoir un pod qui est en sustentation magnétique et qui est propulsé par des moteurs à induction linéaire. Cette technologie, elle existe également. Et puis, d'avoir après tout le système de transport associé à ces différentes technologies. C'est très important pour nous, en tout cas, de développer les 2 parties, les 2 projets en même temps, infrastructure et pod, puisque les 2 fonctionnent vraiment de pair. Et là où on a décidé d'aller plus loin, en tout cas, que ce qui avait été proposé par Elon Musk dans ses documents initiaux, c'est de concentrer la technologie sur le pod. À peu près 90% des coûts de construction de ce système de transport se situent sur l'infrastructure. On a voulu du coup la faire la plus simple possible pour pouvoir avoir un coût du projet le moins cher possible et se rapprocher des coûts de construction du train à grande vitesse, qui aujourd'hui est plus ou moins rentable, donc on cherche même à aller presque au-delà. Donc, c'est là où notre innovation, c'est d'avoir un tube en acier, de ne pas installer d'électroaimant tout le long du tube et d'avoir l'ensemble de la technologie sur le véhicule. Donc, je vais vous présenter un petit peu plus le véhicule en détail. On a copié l'avion, en fait. C'est un fuselage d'avion à l'intérieur duquel on a plusieurs possibilités, des configurations passagers et cargo que je vous montrerai juste après. On a un compresseur à l'avant qui ne permet pas la propulsion, j'insiste là-dessus, c'est souvent une confusion, qui permet d'aspirer l'ensemble d'air qui pourrait s'accumuler, parce qu'on n'est pas dans un vide complet, on est dans un vide moyen, ce qu'on appelle, et donc il y a toujours un petit peu d'air qui s'accumule à l'avant du pod. Donc le compresseur permet d'aspirer cet air et tout simplement de le rejeter vers l'arrière pour être sûr qu'on n'a plus de problème lors du déplacement du véhicule à grande vitesse. Et après, tous les systèmes classiques qu'on pourrait retrouver dans un avion, pressurisation de la cabine, gestion thermique, puisqu'on est dans le vide, donc il n'y a pas d'échange de chaleur, donc on a besoin de refroidir tous les systèmes qui sont à l'intérieur, distribution d'air pour que vous et moi, on puisse respirer à l'intérieur. Et système de lévitation actif, j'insiste sur ce point également, vous aurez remarqué que le pod est rond.
Alors c'est là où on est un peu, je prêche pour ma paroisse, meilleur que nos concurrents. Les autres sont partis sur un système avec un fond plat. C'est leur technologie qui impose d'avoir un fond plat. Et on se retrouve avec un système qui est du coup un peu comme dans un train ou dans une voiture. Si on prend un virage un peu trop fort et que la route reste plate, on se sent un petit peu déporté sur le côté. On a choisi, nous, de partir avec un pod circulaire, ce qui permet, via le système de lévitation actif et le système de stabilité intelligent, de pouvoir orienter le pod dans les virages en fonction du rayon de courbure et en fonction de la vitesse. Ce qui fait que le but, c'est d'avoir un confort passager optimal et de faire en sorte que quand vous êtes assis dans votre pod, que ce soit à grande vitesse ou à basse vitesse, que ce soit un virage très serré ou pas très serré, vous vous sentez juste un petit peu plus lourd dans votre siège, mais vous vous sentez pas projeté ou baladé dans tous les sens. J'avoue, quand j'ai pris le train hier, j'hésitais entre prendre un whisky qui est grand comme ça ou un café qui est rempli à ras-bord. J'avais peur que mon café se renverse partout dans le train. J'ai opté pour le whisky, ou au moins je suis sûr que j'en ai pas renversé partout. Demain, vous pourrez prendre votre Tim Hortons dans l'Hyperloop. Enfin, dans notre version de l'Hyperloop en tout cas. Donc voilà pour les différents sous-systèmes extérieurs du pod. Maintenant, pour passer à ce qu'il y a à l'intérieur du pod, deux versions, une version passager, une version cargo. C'est des rendus qu'on a présentés parce qu'il faut bien montrer à quoi ça peut ressembler à l'intérieur. On est en train de discuter dans la société à comment comment aménager l'intérieur. C'est un nouveau mode de transport. Donc, c'est très classique, ça ressemble à un train ou à un bus. Tout peut être imaginé pour l'aménagement intérieur du pod. Est-ce qu'il y a des écrans? Est-ce qu'il n'y a pas d'écran? Est-ce qu'il faut qu'on puisse regarder un film? C'est vrai que la durée de transport sera tellement courte qu'en fait, ça ne sert pas à grand-chose finalement de regarder un film. Là où on insiste surtout, chez nous, c'est sur le côté lutter contre la claustrophobie, parce que je réalise que vous êtes un peu comme dans un wagon de métro, ça fait la taille d'un wagon de métro, et vous êtes dans un tube. On va aller tellement vite, et le tube est en acier, donc vous ne pouvez pas voir à travers. Et on va aller tellement vite que de toute façon, il vaut mieux pas voir à travers, on pourrait risquer d'être malade. Du coup, on est en partenariat avec une société italienne qui s'appelle Coelux, qui fait un produit qui est juste génial. C'est une télé en apparence, ça ressemble à une télé, mais ils ont trouvé le moyen d'introduire une sorte de profondeur de champ dans la télé et recréer une lumière naturelle. Et donc, notre idée aujourd'hui, c'est d'équiper les côtés, peut-être le dessus également de la cabine, de ce type d'écran pour que quand vous êtes à l'intérieur, vous vous sentiez, alors pas comme si vous étiez en plein air, bien sûr, mais au moins vous ne vous sentiez pas enfermé ou claustrophobe à l'intérieur de ce type de transport. Pour la version passager, donc entre 20 et 40 passagers par pod, on peut imaginer plusieurs classes. L'intérêt de ce type de transport, c'est que vous avez des véhicules individuels qui partent très régulièrement. Donc, on peut intercaler, comme j'ai mis en bas, des classes éco, business, des classes VIP. On peut avoir tout type de différents pods qui partent à intervalles réguliers. Puis, vous choisissez le pod que vous décidez dans lequel vous avez envie d'embarquer. Sur la version cargo, le pod est le même, c'est juste l'intérieur qui change. On n'a pas décidé de transporter des conteneurs maritimes. Pour nous, ça fait aucun sens. Mais plutôt des marchandises qui sont sensibles au temps et qui ont une forte valeur ajoutée. Je pense à tout ce qui est e-commerce. C'est bête, mais aujourd'hui, quand on commande ce genre de choses, on a envie de l'avoir l'après-midi ou le lendemain. Et c'est un fait, ça se développe. Du coup, pouvoir transporter des marchandises ultra rapidement d'un point A à un point B, c'est des choses qui pourraient se faire avec ce mode de transport. Et de manière générale, on a surtout on décide d'équiper le fond de nos pods du même type de plancher que ce qu'on trouve dans les avions pour pouvoir faire un transbordement de conteneurs aériens directement d'un avion à un pod. Un cas concret, c'est DHL, par exemple, aujourd'hui, fait partir vers le Canada depuis leur hub à Cincinnati, un vol vers Toronto, un vol vers Montréal. On a discuté avec eux et ils pourraient être intéressés. Si demain, on a une ligne entre Toronto et Montréal, qui rejoint notamment les deux aéroports Pearson et Dorval, d'avoir un seul avion, un peu plus gros, qui part de Cincinnati, qui arrive à Toronto, donc moins de temps de vol, donc moins de kérosène, et puis arrivé à Toronto, les colis pour Toronto restent à Toronto, et les colis qui vont à Montréal sont transbordés directement dans un pod. 45 minutes plus tard, avec les temps de transbordement, on va dire 1 heure et demie plus tard, arrivent à Montréal. Et eux, ça leur permet d'économiser un avion Cincinnati-Montréal avec un temps de transport pour les marchandises qui est finalement à peu près le même. Donc voilà le type de marchandises qu'on souhaite transporter demain dans les versions cargo. En résumé, sur les capacités et opérations de la ligne, donc 2 tubes, départ. Alors, ce chiffre 80 secondes change. Quand je suis arrivé dans la société, ça c'est 72 secondes. Peut-être demain, ça sera 90 secondes ou 2 minutes. Ce que je voudrais que vous reteniez de cette idée de fréquence,
c'est qu'on n'est pas sur un train à grande vitesse qui part toutes les heures ou toutes les demi-heures. On veut vraiment aborder ou apporter plutôt une solution type métro. C'est-à-dire demain, vous vous pointez à une station Transpod, vous attendez le prochain pod et vous partez. Il n'y a pas besoin de réserver longtemps à l'avance, pas besoin de se dire c'est dans une demi-heure, donc il faut que je prévoie mon métro, etc. Non, vous arrivez à la station et vous prenez le prochain pod qui est prêt à partir. Avec voilà, comme je disais tout à l'heure, sur la ligne passager et cargo, un côté pratique où vous pouvez alterner, enfin plutôt nous pourrons alterner demain des départs de pods passagers, en heure creuse des départs de pods cargo, différents types de configurations sur les pods passagers. On peut avoir également des pods spécialisés maintenance qui font par exemple l'inspection, le nettoyage du tube, qui sont intercalés et qui partent dans le système également au fur et à mesure. On a une capacité qui est aujourd'hui à peu près de 1200 passagers par heure et par direction. Alors on nous dit souvent oui, c'est moins que le train à grande vitesse. Certes, après il n'y a pas forcément besoin d'une capacité de train à grande vitesse sur toutes les lignes. Et puis un des côtés pratiques, c'est que si on veut simplement doubler la capacité, on double le nombre de tubes. Et on peut faire partir 2 fois plus de pods. Voilà pour la présentation de la technologie et de ce qu'on est en train de développer. Maintenant, à qui et à quoi ça va servir? Je pense que là, ça devient un peu plus intéressant. Alors, il y a identifié 4 segments de marché, aussi parce que c'est pratique, distance courte, distance longue, passagers, cargo, donc ça faisait un beau tableau. Il y a le transport régional à très grande vitesse, ça c'est évident. Aujourd'hui, alors au-delà de 100 km, jusqu'à environ 1000 km. Après 1000 km, les études qu'on a fait en interne montrent que l'avion reste plus intéressant, côté pollution mise à part, malheureusement. Mais sur le transport régional, typiquement, c'est avoir au Canada un Toronto-Montréal, un Toronto-Ville de Québec, un Calgary-Edmonton, qui permet d'éviter d'avoir à prendre un avion sur des distances moyennes. Dans les aéroports, pouvoir remplacer les petits avions qui prennent autant de place au niveau des portes que les A380 ou que les 777, et pouvoir avoir des plus gros porteurs qui arrivent dans les aéroports et éviter d'encombrer les aéroports avec des petits vols. Transport périurbain ou connexion aéroportuaire, c'est un autre cas qui est très intéressant. Sur les distances courtes, l'idée c'est de créer un hub, un plus grand hub avec différents aéroports connectés. Je prends l'exemple, alors je parle en France, on a l'aéroport de Roissy au nord de Paris, l'aéroport de Orly au sud de Paris, qui travaillent ensemble, c'est le même groupe. Aujourd'hui, pour aller de l'un à l'autre, c'est les cars Air France ou alors le RER s'il n'est pas en grève, et ça prend environ 1 heure, 1 heure et demie. Demain, on pourra avoir des aéroports éloignés encore plus, mettons 2 aéroports éloignés de 300 km, avec un aéroport concentré sur, je prends 2 aéroports, peu importe lesquels, en Europe, éloignés de 300 km, reliés par une connexion Transpod, qui permettrait d'aller de l'un à l'autre en, mettons, 15 minutes. C'est similaire au temps que ça pourrait prendre d'aller d'une porte à l'autre dans un même aéroport. On pourrait avoir l'un des aéroports concentrés sur les vols vers, je ne sais pas, par exemple, l'Afrique et l'Amérique du Nord, l'autre aéroport concentré sur les vols Moyen-Orient et Europe de l'Est. Chaque aéroport a sa spécification, et puis si vous avez une correspondance, vous prenez simplement ce moyen de transport ultra rapide qui vous permet de passer d'une porte à l'autre. C'est 300 km d'écart. Pour vous, vous ne voyez pas vraiment la différence, vous ne voyez pas vraiment la distance, mais ça permet d'avoir 2 aéroports qui travaillent de concert, qui évitent de doubler des connexions et de travailler avec des plus gros porteurs. Et sur le marché cargo, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc je reviens pas là-dessus. Un cas d'étude, on a mis ce schéma pour que vous puissiez à peu près vous rendre compte comment ça pourrait s'appliquer demain au Canada. Alors si on avait tout simplement juste, entre guillemets, juste une ligne Toronto-Montréal, on peut imaginer un stop à Kingston, un stop à Ottawa. On peut imaginer d'autres stops, c'est-à-dire qu'on a un système d'aiguillage qui est en cours de... On est en train de rédiger le brevet par rapport à ça, où vous pouvez avoir des pods qui s'arrêtent à Kingston et à Ottawa et à Montréal, ou alors des pods qui vont directement de Toronto à Montréal, ou des pods qui font Montréal-Kingston directement, par exemple. On est sur un temps de trajet à peu près à 45 minutes, sachant que la vitesse de pointe est juste en dessous de la vitesse du son, c'est-à-dire 1000-1200 km/h. Donc, ça prend du temps d'arriver jusqu'à cette vitesse-là. On ne part pas de zéro pour arriver à 1200 km/h en 1 minute. L'idée, c'est d'avoir une accélération progressive. Donc, c'est vrai que ça prend un petit peu plus du temps. Et plus la distance est longue, j'ai envie de dire, plus le temps de trajet est optimisé. Mais on pourrait donc imaginer que demain, par exemple, si je suis à Toronto et que je n'ai pas envie de voir les Maple Leafs, mais je préfère voir les Canadiens, et je prends mon pote, je vais voir les Canadiens à Montréal, et puis je reviens après le match directement chez moi et je fais l'ensemble du trajet dans la même soirée, plutôt que de devoir planifier mon voyage sur 3 jours.
sur ce projet qu'on met en avant. Alors, c'est pas le seul, hein, on étudie aussi d'autres possibilités dans d'autres pays du monde. On pourrait imaginer qu'après Montréal, ça part sur Trois-Rivières et la ville de Québec. Au sud de Toronto, on peut étendre sur London, Waterloo, Windsor. Après, ça va peut-être plus compliqué, mais traverser la frontière, aller jusqu'à la ville de Detroit, avoir une branche qui part vers New York, Washington. Bon, on a un concurrent qui est déjà en train de creuser là-bas, donc on va peut-être pas aller marcher sur ces plates-bandes, mais il y a beaucoup de choses qui sont imaginables. Le but étant d'imaginer un réseau. Alors, forcément, la première ligne va être construite d'un point A à un point B, mais si on peut interconnecter ensuite cette ligne avec une deuxième ligne et une autre ligne, on peut avoir un grand réseau de déplacement au sol à très grande vitesse, et donc éviter d'avoir besoin de prendre l'avion et de faire des connexions avec tout le temps qu'on a besoin de passer sécurité, embarquement, contrôle des bagages, et tout le temps qu'on perd en fait dans un aéroport. Simplement monter dans un transport de main et puis aller de réseau en réseau beaucoup plus loin dans un temps restreint. Et donc voilà, les avantages socio-économiques du système qu'on propose aujourd'hui, c'est transport de masse durable, qui est un peu le leitmotiv au sein de la compagnie, c'est d'avoir un transport qui permet bien sûr d'aller vite, mais surtout d'aller vite en respectant l'environnement. Gain de temps, réduction des accidents, ça va avec la protection contre les éléments extérieurs, et ça c'est important. On est dans un tube, donc le système est protégé alors des tempêtes de neige par exemple, il est protégé des jets de pierre ou des parpaings qui sont, parfois ça arrive en France, jetés contre les trains. Pas de risque de passage à niveau, donc pas de collision avec différents véhicules. Technologie électromagnétique brevetée, ça c'est notre avantage interne, c'est notre petite sauce interne. Et enfin, croissance économique, le but étant évidemment de connecter des régions. Et demain, je reprends mon exemple du Canada, vous pouvez par exemple habiter à Kingston, parce que ça vous plaît, parce que c'est joli là-bas, et décider de travailler à Montréal. Et du coup, aujourd'hui, si on veut travailler dans les grandes villes, on est obligé d'habiter dans ces grandes villes, ou au pire dans les banlieues autour de ces grandes villes. Demain, avec ce système, on peut aller habiter à la campagne et travailler dans les grandes villes. Et ça peut permettre du coup le développement des campagnes également qui parfois restent oubliées parce que si on veut travailler pour une grande société, on est obligé d'être à Montréal ou à Toronto et on ne peut pas forcément habiter à Kingston. Ou alors il faut conduire tous les jours, c'est pas très agréable. Pour parler maintenant de la partie collaboration et partenariat qu'on a décidé de mettre en place au niveau de Transpod. On ne réinvente pas la roue. La plupart des technologies, si ce n'est pas toutes les technologies qui sont employées dans le système, existent déjà. Il y a des sociétés qui savent faire des moteurs à induction linéaire, qui le font très bien. Des sociétés sont spécialisées dans les pompes à vide. Chacun a son cœur de compétences et on n'a pas voulu, c'est un choix interne, on n'a pas voulu se dire j'embauche le spécialiste mondial des moteurs à induction linéaire et je lui dis voilà, fais-moi un moteur qui marche bien. On a plutôt décidé de partir sur du partenariat et de la collaboration. Ça a commencé par notre tout premier investisseur. Alors, le nom de l'investisseur n'est pas là, ça s'appelle Angelo Investment, mais c'est un investisseur industriel. Ce n'est pas une firme de capital risque qui s'est dit je vais investir et puis je vais faire une sorte de culbute financière dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est plutôt un investisseur qui avait envie de collaborer sur le développement de la technologie. Angelo Investment, il possède beaucoup de sociétés, mais en particulier 3 sociétés Citael, qui fabrique des microsatellites et qui fait des petits composants très techniques qui sont sur la Station spatiale internationale, qui sont sur des rovers sur Mars également. Donc tout ce qui est développement des technologies sous vide, transfert de puissance, système de refroidissement, ça l'intéressait beaucoup. Il possède la société Mermec qui travaille sur les équipements ferroviaires et tout ce qui est technologie de signalisation et communication. C'est-à-dire, je parle de différents trains qui se parlent ensemble, qui se synchronisent. On sait exactement à quel moment, quel train et à quel endroit et à quelle vitesse il va. Et Black Shape, c'est une société qui fabrique des petits avions haut de gamme. Et on travaille avec eux aujourd'hui sur toute la partie structure du pod. Donc l'investisseur s'est dit, je vais mettre de l'argent dans Transpod. Enfin, c'est eux qui voulaient mettre de l'argent dans une société Hyperloop à choisir, et ils ont choisi Transpod, pour mettre en œuvre des projets de collaboration et de partenariat. Aujourd'hui, donc, on travaille avec ces 3 sociétés, par un partage de propriété intellectuelle. Eux ont la propriété intellectuelle qui correspond à leur secteur d'activité. Nous, on garde la propriété intellectuelle qui correspond à notre secteur d'activité avec nos connaissances. Et on a décidé de dupliquer ça à beaucoup d'autres partenaires. Donc, Rec Architecture, qui est vraiment le toute première société qui a mis de l'argent dans la société. Eux, ils sont spécialisés, comme son nom l'indique, en architecture. Ils sont intéressés pour
la partie infrastructure, la construction de la ligne, le développement des gares, avoir des idées nouvelles sur des bâtiments propres, des bâtiments de demain. Liebherr, on est en train de discuter pour développer un système de refroidissement de la cabine. ICOS, c'est un cabinet de conseil en ingénierie ferroviaire et en électronique. Coelux, j'en parlais tout à l'heure, c'est eux qui développent les télés, sortes de télé entre guillemets, les écrans qui permettent d'avoir une profondeur de champ et de se ressentir la lumière naturelle dans un environnement fermé. On est aussi avec Calmet Material qui eux font toutes les études des différents matériaux dont on a besoin pour le système. Et puis Mars, c'est l'incubateur où on est situé à Toronto. Il y a d'autres partenaires encore qu'on est en train d'approcher en tout cas, où on a des discussions intéressantes avec eux. Et l'idée, c'est vraiment demain d'avoir sur la diapositive suivante d'ailleurs, d'un plan de collaboration internationale où la société est née au Canada et collabore également avec l'Europe. On souhaite vraiment mettre en avant le fait que c'est un projet de collaboration Canada-Europe avec des partenaires en France et en Italie. Et on va même plus loin que la partie développement technologique, y compris la certification. On est en discussion avec les autorités de Transport Canada et avec les autorités de certification au niveau de l'Union européenne pour avoir une certification ou un cadre légal, on va dire, pour ce mode de transport d'ici 3 à 5 ans, développé en commun entre le Canada et l'Europe. Alors, il y a des... c'est pas simple, forcément. Et j'ai un exemple à vous donner là-dessus. C'est le dernier projet sur lequel on a, enfin plutôt la dernière bourse. On a appliqué pour une bourse d'argent public qui serait attribuée en Italie pour des co-développements avec Citel, pour d'autres sous-projets, d'autres sous-systèmes avec Citel, Mermec et Black Shape. Et c'est là où ça devient très intéressant. Parce qu'on est donc déjà un projet, bon, on sait tous ici, c'est pas facile à mettre en œuvre. On est une start-up, donc c'est-à-dire qu'on a commencé, littéralement, il y avait la moquette et les murs dans les bureaux, il n'y avait rien. Et donc, ça veut dire aussi qu'on n'a pas de process, que l'organigramme n'est pas complet. Ensuite, on fait un projet de collaboration avec des Italiens. Alors, c'est pas contre les Italiens, mais forcément, du coup, autre culture, autre langue, différents fuseaux horaires. Et je me souviens très bien le début de la rédaction des différents dossiers de 100 pages qu'il fallait faire pour appliquer à la bourse. Le chef de projet sur ces rédactions de dossiers est parti en voyage d'affaires pendant 3 à 5 jours. Il est parti 4 jours. Il est parti 4 jours, du coup, on s'est retrouvé avec du travail à faire, mais plus de chef de projet. On a réorganisé ça. On s'est dit, on va mettre un appel téléphonique à 9 h tous les matins. Ça correspond à 15 h pour les Italiens pour aligner les différentes étapes de rédaction des documents. 9 h, ici, c'est à peu près l'heure où on arrive au bureau. Moi, j'avais un problème de voiture un matin, je me souviens, et puis forcément, dans le métro, ça capte pas, donc je pouvais pas me connecter à la conférence. Donc, il a fallu que je me déplace pendant 3/4 d'heure sous la neige pour pouvoir assister à la conférence. Donc, ça rajoute des difficultés. Ensuite, la langue. Alors, les Italiens, ils parlent avec leur anglais. Nous, ici à Toronto, on est un mélange. Il y a quelques Canadiens anglophones, on est quelques Français, il y a un Iranien, il y a des Chinois, il y a un Sud-Coréen. Donc, chacun a son anglais, chacun a sa façon de comprendre et d'interpréter ce que l'autre va dire. Et puis ensuite, on a des Italiens qui savaient exactement comment rédiger le dossier, mais qui n'avaient pas le contenu. Nous, on a le contenu, puisqu'on a la technologie. Et donc, ils nous disent, il faut faire ça, faites-le. Et nous, on dit, OK, on sait ce qu'il faut mettre, mais on n'est pas sûr d'avoir toutes les informations. Et finalement, c'était énormément d'aller-retour, de correction. Je sais que la partie budgétaire, je l'ai rédigée 3 fois pour qu'au final, ce soit finalement les Italiens qui la rédigent, simplement parce qu'ils ne donnaient pas exactement les bonnes informations. Donc, là où une des forces de Transpod, c'est qu'on a réussi à aller au-delà de ça finalement, et puis de faire en sorte que voilà, le dossier a été envoyé, il est en cours d'approbation. Mais c'est une partie qui est très intéressante, en tout cas dans notre travail tous les jours, c'est le fait de travailler avec différents partenaires de différentes cultures sur différents continents. Et très rapidement, sur notre feuille de route ou sur le programme de développement, on a un planning, alors j'en conviens, très agressif. Encore une fois, on est sur des technologies qui existent. Donc, on ne réinvente pas la roue. On a juste à adapter des systèmes et juste, c'est un mot un peu rapide, mais on a adapté des systèmes et les faire fonctionner tous les uns avec les autres. Donc, notre objectif, c'est d'avoir d'ici, pour donner les grandes dates, d'ici 3 à 5 ans, un système développé, prêt à être commercialisé, prêt à être installé quelque part dans le monde. En parallèle, on a une équipe d'économistes et de business development qui regardent où est-ce que ce serait intéressant d'aller construire demain un système, où est-ce que les autorités politiques aussi poussent pour avoir la construction de ce type de système. Et puis, voilà, les prochaines grandes étapes, en tout cas pour nous, là on est très excités, c'est la construction d'une ligne d'essai à échelle 1,5 en France l'année prochaine. Et normalement,
à échelle 1 en Alberta. C'est la ligne de test de 6 à 10 km, idéalement en construction en 2019 pour des premiers tests en 2020 à échelle réelle. Sachant que la ligne de test nous permettra, comme son nom l'indique, de tester les différents sous-systèmes et participera aussi à la partie réglementation et élaboration du cadre réglementaire pour que demain, si on construit ce type de transport, des cargos et puis des passagers, peut-être vous, moi, pourront, enfin moi certainement, pourront voyager dans ce type de transport. Et enfin, pour terminer, puis après on passera à une période de questions-réponses, et pour détendre un petit peu, j'ai tenu à vous présenter à quoi pourrait ressembler demain embarqué dans un système Transphode. Parce que c'est vrai qu'on sait comment c'est quand on va prendre un avion, les bagages, le contrôle de sécurité, on sait ce qui se passe quand on va prendre le train, le café qui se renverse, etc. Mais on n'a pas encore pris de Transphode aujourd'hui. Et en fait, quand on discute souvent avec les gens, ils disent mais je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas comment ça va être. Donc on a juste mis ensemble quelques rendus assez jolis qui montrent à quoi pourrait ressembler une gare Transpod, et puis comment pourrait ressembler un embarquement Transpod. Alors celui-là n'est pas très joli, mais il faut imaginer qu'une gare Transpod demain, enfin j'ai deux mots là-dessus, une gare efficace, fluide, et une gare intermodale, multimodale. On est, encore une fois, en train de développer un nouveau mode de transport. Donc, autant le faire bien du premier coup et aller chercher toutes les bonnes idées, toutes les bonnes pratiques qui existent aujourd'hui, et puis en faire la gare de demain où il y aura une station intermodale, donc où il y aura les tubes Transpod, on peut avoir des rails en dessous pour un train de banlieue ou même des trains moyenne et longue distance, connexion avec le réseau de tram, de bus, de métro, des stations pour les vélos, des stations de recharge pour les véhicules électriques, etc. Alors, ce rendu est très joli, mais ça, pour ceux qui reconnaissent, c'est à Toronto. On discute avec un développeur immobilier qui est en train de construire sur la zone du port, qui projette de construire plutôt un ensemble de développement de bâtiments commerciaux, industriels, résidentiels, une sorte de nouvelle smart city, les villes 2.0, comme on appelle ça également. Donc il dit pourquoi pas Transpod, si vous avez une station, quelque chose à nous proposer, on peut toujours prévoir la place pour une station Transpod, et puis demain, quand vous serez prêt, vous construisez là où c'est prévu. Donc ça prend beaucoup de place, c'est en extérieur. Idéalement, le but d'avoir une station Hyperloop, Transpod, transport rapide sur Terre, on va dire, c'est de l'avoir au plus près possible du centre-ville. On ne veut pas que vous ayez besoin de passer 45 minutes à aller à la station, et puis ensuite vous avez un temps de transport qui est ultra réduit, mais vous avez passé finalement la plupart du temps pour aller à la station de départ et puis revenir de la station d'arrivée. Le but, c'est d'avoir des stations le plus près possible des centres-villes. S'il y a la place, comme dans cet exemple, tant mieux. Maintenant, si on arrive à la gare centrale de Montréal, ça ne sera pas comme ça. Ça sera en souterrain et ça sera certainement moins joli. Mais le but, encore une fois, c'est de faire quelque chose d'efficace. L'intérieur d'une station, encore une fois, pourrait ressembler à ça. Ce qu'on souhaite, c'est surtout d'avoir quelque chose qui est fluide, qui permet d'avoir une expérience très pratique. Pour avoir un départ toutes les 2 minutes, j'anticipe quelques questions qui pourraient venir. Évidemment, 2 minutes, ça ne laisse pas le temps de débarquer, de réembarquer. Donc, ça veut dire qu'on a plusieurs quais, plusieurs pods qui attendent à quai. Quand vous arrivez, vous vous dirigez vers le prochain pod qui est prêt à partir. Vous arrivez au portique d'embarquement, vous scannez votre smartphone, votre passe, ou peu importe ce qui existera dans 5 ans ou dans 10 ans, peut-être une puce, une carte à puce, quelque chose. Vous attendez le prochain pod, et j'insiste là-dessus, on vise à apporter la fréquence du métro à l'échelle d'un pays. C'est-à-dire vraiment pouvoir partir avec le prochain pod. Ne pas avoir besoin de réserver longtemps à l'avance, que ce soit un système de transport vraiment pratique. Vous vous installez, et puis vous êtes prêt pour le voyage. J'ai une vidéo qui vous montre un petit peu les rendus qu'on vient de voir, qui vous permettra de voir aussi à quoi pourrait ressembler le cheminement à travers une gare. Stéphane ? Si ça veut bien commencer. Parfait.
Donc voilà à quoi pourrait ressembler demain une expérience de voyage avec Transpod. Merci pour votre attention et puis à bientôt sur nos lignes. Alors, on a un temps de questions-réponses maintenant. Je vous demanderai, pour ceux qui ont des questions, de vous approcher des 2 micros qui sont là pour que les gens qui sont en web diffusion puissent entendre les questions. Si vraiment vous ne pouvez pas, je pourrais toujours répéter les questions. Donc, Ouda. Oui, excusez. Oui, je vous écoute. Allez-y. Bonjour, félicitations pour c'était une très belle vision puis un beau projet, belle présentation. Merci. Je me demandais au niveau de la sécurité, souvent aujourd'hui, de plus en plus, on parle de niveau autant dans les travaux, autant dans le maintien quand on est en exploitation. Je me demandais comment que ça fonctionnait s'il y a une panne ou quoi que ce soit dans les systèmes. J'imagine que ça a déjà été pensé, système d'évacuation ou je me demandais à ce niveau-là si c'était aussi déjà analysé. Ouais. Tout à fait. C'est vrai que j'ai oublié de parler de la sécurité. Mon CTO m'en voudra énormément de ne pas avoir parlé de ça. C'est un des aspects sur lesquels on se concentre initialement. On a quelques guides. C'est la partie transport viable pour l'environnement. Parler de la physique et de l'ingénierie d'abord et construire le système de transport à partir de ça. Et dans tous les développements qu'on fait ou dans toutes les discussions qu'on a, prendre en compte le côté sécurité. Et donc, concrètement, s'il se passe quelque chose, il y a une panne, on a un système qui aura quelques batteries embarquées, donc qui permet aux pods de se déplacer jusqu'au prochain port, jusqu'à la prochaine porte d'évacuation. On est dans un système qui est sur pylône, donc techniquement, enfin, voilà, le système le plus simple, c'est d'avoir à chaque pylône, tous les 20-25 mètres, une porte d'évacuation. Après, ça fera partie des discussions avec Transport Canada et puis avec les autorités de régulation en Europe, à savoir tous les combien il faut qu'il y ait un moyen de sortir du tube. On a le côté qui personnellement, moi, me fait le plus peur, c'est la partie vide. Si demain le pod s'arrête, alors si le pod juste s'arrête parce qu'il y a une panne quelconque, on peut repressuriser les parties individuelles du tube. Donc simplement le pod est arrêté là, on repressurise, excusez-moi, cette partie, on sort du pod et puis on va à la sortie qui est la plus proche, qui sera dans tous les cas 100, 200, peut-être 300 mètres un peu plus loin. Et après, sinon, comme je disais, on s'inspire, on va dire, des systèmes d'aviation. Donc la plupart des systèmes sont redondants. C'est-à-dire qu'il y a un système qui fait défaut, qui marche plus, on bascule sur le deuxième et puis on peut continuer ainsi. Merci. Allô Thierry, merci beaucoup pour la présentation. Étant ingénieur, ces projets-là me fascinent. Moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous donner une appréciation du budget pour un projet aussi grandiose? Alors, le budget sur la partie développement, on est entre 300 et 500 millions de dollars canadiens pour la partie juste développement de la technologie. Pour donner quelques chiffres, on a réussi à sécuriser 15 millions, alors il faut convertir, 15 millions de dollars US auprès de l'investisseur initial, Angelo, dont je vous parlais. On est en train de clôturer une série de financements de 50 millions pour cette année. Et puis après, on part sur une ronde à 100 millions l'année prochaine et 200 millions ensuite. Donc ça, c'est sur les 3 à 5 ans pour la partie développement. Et ensuite, pour la partie construction, on a fait des premières analyses de coûts de construction. On est sur 20 millions de dollars canadiens, 20 millions d'euros, donc 30 millions de dollars canadiens au kilomètre pour la partie construction d'une ligne, ce qui nous situe justement dans la moyenne des constructions des trains à grande vitesse. Alors le coût variera énormément selon l'endroit où ça va être, si on va avoir des ouvrages d'art, du tunnel ou de l'enterré, ou si à l'approche des villes, il y a une station à construire à l'intérieur de la ville et que du coup, il faut partir en souterrain. Mais voilà à peu près les ordres de grandeur sur le budget. OK, merci. Avec plaisir. Question, vous avez parlé de Elon Musk, Virgin, mais chacun fait sa technologie à part. On est dans le bêta VHS ou on va converger? Non, enfin, on ne va pas converger. Je comprends votre question. Et alors, c'est malheureux d'une part, heureux d'autre part. Chacun développe sa propre technologie, chacun a adopté sa solution. Et en fait, alors on pourrait se dire, le premier réflexe, en tout cas c'était le mien, c'est de se dire c'est dommage, on est concurrents, à chacun lever des centaines de millions pour pouvoir développer cette technologie. Est-ce qu'il n'y a pas un gâchis quelque part? Mais finalement non. Alors la concurrence est bonne, toujours.
puisque chacun va pouvoir se dépasser, apporter ses meilleures idées. Et le monopole n'a jamais vraiment été la solution à tout projet commercial. Et puis ensuite, c'est là où, de toute façon, on a choisi de ne pas s'inspirer du document d'Elon Musk. Pour être très honnête, je ne l'ai même pas lu, mais de partir vraiment de notre solution à nous. Vraiment, le problème de base, c'était comment est-ce qu'on peut faire léviter ça, par exemple, dans un tube, de telle manière à ce que ce soit sûr, efficace, pas trop cher, et puis confortable pour le passager. Et c'est là où nous, on est arrivé avec nous, Ryan surtout, est arrivé avec ces idées de technologies de lévitation qui n'utilisent pas les technologies maglev que nos concurrents ont choisi d'utiliser, c'est-à-dire l'installation d'aimants tout le long du tube, qui multiplie les coûts par 2 ou 3. On a choisi d'avoir une technologie propre à nous, qui n'utilise pas ça. Donc, clairement, oui, demain, nos pods ne pourront pas voyager sur les lignes de Virgin ou de HTT. Mais on aura des pods ou plutôt un ticket qui sera moins cher. Donc, c'est l'avantage qu'on a décidé d'aller mettre en avant. En revanche, et sur la partie régulation, certification, régulation, cadre réglementaire, là, c'est pas pareil. Là, on choisit de plutôt collaborer, enfin on essaye en tout cas. Donc nous, on est parti sur une collaboration surtout avec les sociétés européennes qui ont un état d'esprit plus proche d'une autre. Donc il y a, pour pas les nommer, il y a Hart aux Pays-Bas et puis il y a une société qui est en Espagne aussi. On a des discussions avec eux pour avoir un cadre réglementaire commun. Parce que si la technologie est différente, notre podéron, les autres ont un fond plat, la partie, par exemple, porte issue de secours peut être la même pour tout le monde. Si la réglementation, c'est une porte, une issue de secours tous les 300 mètres, là, il n'y a pas de problème pour que tout le monde s'adapte à la même réglementation. Donc, pour cette partie-là, en revanche, là, l'idée, c'est de travailler en commun. Bonjour. On va faire honneur aux dames et après... Mais approchez-vous du micro. J'aurais voulu en savoir un peu plus sur votre projet à échelle 1,5 en 2018. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans quel cadre ça se fait et qu'est-ce qui va être testé? Oui, alors le projet sera plus que probablement en France. Pourquoi? Parce que c'est en fait là où il y a eu le plus d'attraction, plus de volonté locale d'avoir un projet de test Hyperloop ou Transpod dans une région. Donc ça se passe à côté de Limoges. C'est les élus locaux qui nous ont contactés, qui nous ont demandé comment est-ce que demain vous pourriez implanter un site de test. Parce que je sais que vous avez besoin d'un site de test, et aussi parce que nous, on aimerait bien redynamiser l'économie de la région. Et donc, on ne parle pas de connecter cette ville de Limoges à Paris ou à Toulouse, de construire une ligne demain, mais simplement d'avoir un centre de test. Si vous arrivez, entre guillemets, c'est la première pierre, et puis demain, on pourra avoir peut-être d'autres startups qui viennent et puis développer un grand centre de compétences sur les mobilités et ce genre de choses. Donc ça, c'est pour le contexte économique. Après, concrètement, donc notre tube à échelle 1 fait 4 mètres de diamètre. Donc on parle d'un tube à échelle, de dimension 2 mètres de diamètre. En divisant le diamètre du tube par 2, ça nous permet de diviser très rapidement un tout petit peu de physique, les surfaces par 4 et les volumes par 8. Et donc, on peut propulser le pod à la même vitesse que l'échelle 1 en utilisant 8 fois moins de puissance. C'est notamment un des intérêts de faire une ligne à l'échelle 1,5. Puis, simplement, ça coûte moins cher. Et donc, on serait sur un tube de 3 km et quelques 3 km 3 de long, ce qui permet d'aller pas à pleine vitesse. C'est pas encore assez long pour pouvoir tester la grande vitesse. Mais ça nous permettrait d'aller au moins jusqu'à 600, c'est la vitesse qu'on vise pour les essais, 600 km/h. Pas une version où nous, on pourrait voyager, mais une version où on pourra tester la partie sustentation magnétique et propulsion magnétique, toute la partie électronique de puissance embarquée à l'intérieur du pod, le système de refroidissement, la partie vide, et les premiers systèmes de sécurité, c'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, encore une fois, je reviens sur la sécurité, les systèmes d'arrêt d'urgence, les systèmes de basculement d'un premier composant à un composant redondant, et ainsi de suite. Avec plaisir. Merci pour la présentation. Pour revenir un peu sur vos compétiteurs, vous aviez parlé qu'il y avait un fournisseur aux États-Unis qui avait déjà commencé à creuser. Donc, est-ce qu'ils sont plus avancés que vous? Je sais que vous avez montré votre feuille de route, mais comment est-ce que vous gérez un peu la compétition? Puis, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les fournisseurs qui creusent et vous qui êtes plus à l'extérieur? Oui, alors je ne sais pas si vous savez qui creuse, si la question est orientée ou pas, mais donc ça s'appelle The Boring Company.
la compagnie ennuyante et la compagnie qui creuse. C'est je reviens sur ce que j'ai dit. Je vous ai dit, Elon Musk a décidé dit, j'ai pas le temps de m'en occuper, donc je lance une compétition étudiante pour dynamiser le sujet. Et puis, qui veut développe cette technologie. Je mets pas de droit. Il a juste mis un droit, une trademark sur le mot Hyperloop. Aujourd'hui, finalement, un peu plus tard, il s'est dit, à force d'être coincé dans les embouteillages à Los Angeles, il s'est dit, creuser, c'est beaucoup trop long. Aujourd'hui, la vitesse de creusement des tunneliers, c'est la vitesse de l'escargot. Et d'ailleurs, le mission statement ou la mission de The Boring Company, c'est d'aller creuser plus vite que la vitesse de l'escargot. Je ne l'ai pas vérifié, mais on m'expliquait à l'entrée de la société, il y a un terrarium avec des escargots pour rappeler tous les jours aux employés, notre objectif, c'est d'arriver à creuser beaucoup moins cher, plus vite que la vitesse de l'escargot. Et donc, en fait, il a adopté sa méthode à lui, c'est-à-dire j'y vais, je fonce. En l'occurrence, je creuse. Donc, il a commencé à tester des tunneliers sur son parking à SpaceX à Los Angeles. Et puis, petit à petit, il a réussi, à force de discuter avec les autorités, à avoir les accords pour commencer à creuser sous Baltimore au début. Et là, si je ne me trompe pas, maintenant, il est rendu à commencer des tunnels sous Washington. Alors, on était là au début à se dire, il a dit qu'il ne ferait pas d'Hyperloop, et puis finalement, il s'y met. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est assez secret. Enfin, c'est assez secret, il ne diffuse pas beaucoup. On voit quelques vidéos qui présentent le système qu'il souhaite mettre en place. Finalement, ce n'est pas exactement la même chose que ce que nous, on est en train de développer. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un pod ou un véhicule pressurisé dans un tube sous vide. Ce qu'il veut faire, c'est à l'échelle d'une ville. On va vivre l'expérience ensemble, ce sera beaucoup plus simple. Vous voulez vous déplacer d'un point, de l'extrémité de Montréal à l'autre côté, plutôt que de prendre les grands boulevards qui sont généralement bouchés. Vous avez votre voiture, vous vous installez sur une place un peu spéciale qui est en fait un ascenseur qui vous descend dans le réseau de tunnels. La voiture se charge sur une sorte de petite nacelle, sur un chariot. Et donc le chariot vous descend dans le réseau de tunnels et ensuite, dans le réseau de tunnels, propulsé par énergie électromagnétique, le chariot vous emmène là où vous avez demandé d'aller. Donc à une sortie ou à une autre de la ville ou à un point en centre-ville, etc. Donc l'idée, c'est de faire en fait, comme le réseau de ville souterraine qu'on a aujourd'hui pour les piétons, mais avec des chariots où, à pied, en voiture, en vélo, on peut descendre et se balader, on va dire, entre guillemets, à l'intérieur de ce réseau. Et un des gros avantages de cette solution, c'est qu'on peut, c'est qu'en fait, on ne conduit pas. Je reviens encore sur la sécurité. Je suis désolé, mais c'est vraiment une image clé au niveau de la société. Il n'y a pas de conducteur dans nos transports. Parce qu'à cette vitesse-là et à l'intérieur d'un tube, en fait, ça ne sert à rien d'avoir un conducteur. Donc, tout est autonome. Ce que Musk est en train de creuser, c'est la même chose. C'est un système de chariot autonome. Donc, l'avantage, c'est que tous sont synchronisés les uns avec les autres. Donc, ça permet de réduire les distances entre deux chariots. Parce que ce qu'il faut, c'est juste avoir entre deux chariots une distance de freinage qui s'adapte en fonction de la vitesse des différents chariots. Et ensuite, ça permet d'aller beaucoup plus vite, puisque là où nous, on a un temps, nous humains, on a un temps de réaction qui est peu importe, qui est ce qu'il est. L'électronique réagit beaucoup plus vite et peut s'adapter aux différentes vitesses, au freinage d'urgence si besoin. Et donc, ça permet, avec des distances réduites, d'aller plus rapidement d'un point A à un point B. Donc, c'est ça aujourd'hui qu'il est en train de creuser. Bonjour. Bonjour. Je vais vous parler un petit peu du contrôle des passagers au niveau de la sécurité. J'ai cru voir ça sur votre vidéo. J'imagine que ça va être un peu différent de ce qu'on voit actuellement dans les aéroports là, pour la fluidité dont vous parlez. Oui. Alors ça, c'est un gros point d'interrogation encore aujourd'hui. À discuter encore une fois aussi avec les autorités de réglementation. On n'est pas dans un avion qu'on pourrait malheureusement aujourd'hui pirater et diriger sur des installations stratégiques. On est dans un environnement fermé. Donc même si vous décidez de pirater le pod, par exemple, il restera dans tous les cas de toute façon dans son tunnel. Donc il pourra, j'espère que ça n'arrivera pas, créer des accidents parce que les pods vont se collisionner les uns avec les autres. Mais voilà, on a moins de risques en tout cas que les avions. Donc on espère que la sécurité sera plus du niveau de la sécurité qu'on peut avoir sur les trains, sur le métro. Bon, ici, on n'a pas de sécurité. Je sais qu'il y a certains pays où on a le contrôle des bagages ou des rayons X pour les valises quand on va prendre le train, par exemple. On a un problème qui risque de se poser, c'est qu'on va avoir un énorme tube sous vide. Donc,
pas d'explosion, mais si on a une bombe à l'intérieur, ça fait une énorme implosion. Donc ça va provoquer quelques dégâts, je ne vous le cache pas, hein, c'est clair. Donc le contrôle de sécurité sera à voir en fonction de... ça va être à réfléchir et à définir. Sachant que, encore une fois, le but, c'est qu'on puisse embarquer facilement dans ce mode de transport. S'il faut mettre des rayons X, il faut mettre de la fouille de bagages, pourquoi pas. Mais le but, c'est de le faire de la façon la plus fluide possible. Dans les aéroports, les systèmes sont en train de s'améliorer. Alors, ça reste toujours un process qui est, je suis d'accord, long et pénible. On verra comment... Mais dans tous les cas, oui, non, on ne va pas se dire il faut voyager plus vite au détriment de la sécurité. Ce n'est pas l'objectif du tout, au contraire. Oui. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà déterminé le coût d'utilisation de ce transport-là, mettons Toronto et Montréal? Première question. Deuxième question, à quand la téléportation? C'est une blague, c'est une blague. Non, mais c'est intéressant. Alors, première question d'abord, non. Enfin, oui, mais j'ai pas. Ouais, je vous en parlais quand même. On va dire moins de $100. Mais c'est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour vous dire le prix du ticket. Ça sera $70 en classe éco, $50 en classe, je sais pas, plus serrée ou debout, j'en sais rien. Ça dépend vraiment de tellement de choses. On va attendre d'aller un peu plus loin et d'avoir réussi à optimiser le développement de la technologie sur les véhicules et puis d'avoir réussi à réduire au maximum le coût de l'infrastructure. Ensuite, il y aura, dans ce genre de projet, avant de dire on va construire entre Toronto et Montréal ou entre Paris et Berlin ou n'importe où, on fait une étude de tracé, on regarde, et puis selon le tracé, on verra s'il faut faire des parties enterrées, s'il faut faire des ouvrages d'art. C'est généralement ça qui coûte le plus cher dans l'infrastructure. On est en discussion avec des fournisseurs d'acier pour voir comment on peut diminuer aussi le coût du tube, quel matériau utiliser, l'épaisseur du tube, sachant que le coût du tube sera directement proportionnel à peu près à l'épaisseur du tube. Donc, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que c'est encore trop tôt pour dire combien ça va coûter. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que l'objectif de la société, c'est d'avoir un coût qui est similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui pour le train à grande vitesse. On ne veut pas avoir un coût de type billet d'avion. Ce n'est pas un transport pour riches, c'est un transport pour le plus de monde possible. Et si on n'arrive pas à ça, clairement, ça ne servira à rien de continuer à développer la technologie. Le maglev, donc le maglev, c'est un train à sustentation magnétique, un peu ce qu'on fait, mais sauf qu'il n'est pas encore dans le tube. C'est une technologie qui coûte dans les 80 à 100 millions de dollars du kilomètre. Aujourd'hui, nos premières estimations, est 5 fois moins cher. Le maglev, c'est tellement cher que ça existe qu'en Asie. Il y a eu des lignes d'essai en Allemagne aussi, mais personne n'a vraiment investi dans le maglev parce que ça coûte tellement cher qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un transport de masse qui utilise cette technologie. Donc, notre but, c'est vraiment d'aller au moins cher possible. Et la deuxième question, alors téléportation, je ne sais pas. J'aimerais, mais c'est curieux, ce sera peut-être un des objectifs de la société. On en parlait justement la semaine dernière, on avait un séminaire avec une boîte de conseil qui est basée ici d'ailleurs, pour définir notre mission et notre vision. On a celle que je vous ai présentée au début. Et puis, en fait, on s'est dit, clairement, une fois qu'on aura fait ça, qu'est-ce qu'on fait après? Parce que la société compte monter à peu près 200, 300 employés, à 90% ingénieurs, pour développer cette technologie. Et si tout se passe bien, dans 5 ans, en 2023, on a 300 ingénieurs qui sont là et disent, ouais, j'ai fini, qu'est-ce que je fais? Et donc, on réfléchit, on se dit, est-ce que Transpod, demain, ça va être un groupe qui va se lancer dans le développement d'autres technologies après cette première expérience? Alors, ce sera peut-être pas dans 5 ans, ce sera peut-être dans 10 ans, mais qu'est-ce qu'on fait après? Alors, ce ne sera pas la téléportation, mais on en reparlera dans quelques années. On a quelques idées sous le coude quand même pour aller aussi développer d'autres choses qui pourraient vraiment être utiles à résoudre des gros problèmes qu'on a aujourd'hui. Et alors je déteste finir ça, mais je vais finir en citant un concurrent, en fait. Il a dit ça à New York la semaine dernière. Et c'est vraiment... Enfin, ouais, je ne peux pas être plus d'accord qu'avec ce qu'il a dit. On a des grands cerveaux et on a des grands problèmes à résoudre. Donc, un Facebook pour chat et un Uber pour plantes vertes, et je le cite textuellement, c'est bien, mais on a moyen d'utiliser nos cerveaux à des choses plus utiles. Et donc, c'est un des objectifs à long terme de Transpod, c'est de... une fois qu'on a réussi à développer un système de transport au sol, sûr, à très grande vitesse, et respectueux de l'environnement, qu'est-ce qu'on fera après? Voilà. Merci à tous.